des années, on ne s'est plus vu, je ne sais pas pourquoi, et je vous ai perdu de vue. Vous avez parfaitement raison. Et il faut dire que ça fait bel et bien au moins 2 ans que je ne suis plus passé sur vos antennes. Mais c'était un peu à dessein, parce que je n'ai pas arrêté de dire un certain nombre de choses. Malheureusement, on ne m'écoute pas. Bon, les gens prétendent que j'ai tort. Bon, donc j'ai décidé de me taire. Oui, visiblement, et on a compris, on constate que le jeu politique au Togolais est assez complexe. Mais entre ce jeu complexe et votre âge ou votre santé éventuellement, qu'est-ce qui fait que vous ne sortez plus dans les médias? Non, mais je vous ai dit, je suis tout à fait clair. Il n'y a rien de neuf que je peux vous dire aujourd'hui. Notre situation est la même depuis plusieurs décennies. Et on a essayé certaines méthodes, certaines stratégies. Apparemment, cela n'a pas marché. Mais pourquoi on n'essaye pas d'autres stratégies? Pourquoi on n'essaye pas d'autres méthodes? Bon, nous avons proposé la méthode de petits pas. Et on a dit que c'est une trahison. On a dit que c'est parce que nous avons besoin d'aller manger tout de suite. Bon, mais nous restons convaincus qu'en politique, lorsque vous vous battez et que vous arrivez à avoir de la part de l'adversaire, disons, certains points qui sont relâchés, ou bien on peut dire même que vous arrivez à avoir de petites victoires, il faut les prendre. Ce n'est pas par trahison, ce n'est pas parce qu'on a besoin d'aller manger, non, pas du tout. C'est parce que nous sommes pour la politique de petits pas. Quand vous parlez de politique de petits pas, je ne sais pas ce que vous mettez dedans. Et concrètement, qu'est-ce que ça signifie? Ça veut dire que, par exemple, dans la situation où nous sommes aujourd'hui, on peut parfaitement commencer par dire, écoutez, si le départ immédiat du chef de l'État est un problème, et c'est vrai que c'est un problème, pourquoi ne commençons-nous pas par voir rapport le découpage électoral, par exemple? Comment ne pas regarder les problèmes liés aux fichiers? Comment ne pas regarder d'autres problèmes comme le problème de la Cour constitutionnelle? Si le retour à la Constitution de 92 pose autant de problèmes, pourquoi ne pas prendre certains éléments importants pour nous dans la Constitution de 92 et demander qu'on les remette dans la nouvelle Constitution, etc., etc. Sur la question des réclamations de l'opposition. Bien sûr. Donc, moi, je pense que tout cela, c'est la politique de petits pas, mais on ne nous comprend pas, on veut tout et tout de suite, et on n'arrive pas depuis un certain temps. Nous allons parler de ces réclamations dans un instant, mais je rappelle également que vous faites partie de la toute première classe, ou bien de la toute première génération des acteurs politiques avec l'ouverture démocratique au Togo. On peut citer avec vous les Abouibo, les Léopold Ninevi, les Edem Kodjo, les Megogé et compagnie, mais vous dites que vous n'êtes pas compris. Est-ce que c'est ça qui fait que, visiblement, vous n'êtes pas dans les regroupements et la CPP est souvent seule? Oui, bon, la CPP n'est pas souvent seule. La CPP même est un regroupement de 4 partis. Vous comprenez, j'ai commencé, puisque vous voulez, mon histoire, je vais vous la retracer très rapidement, mais vraiment très rapidement, parce que ça peut ennuyer les gens. Vous savez que déjà en 93, quand les nôtres ont dit qu'ils vont boycotter l'élection présidentielle, j'étais totalement en désaccord. J'ai refusé. Et on était à 5 jours de l'élection présidentielle quand on a décidé qu'on allait boycotter l'élection présidentielle. On l'a boycotté. On connaît le résultat. En 1994, de la même façon, lorsque nous devrons faire les législatives, bon, toute la partie radicale de l'opposition avait décidé de boycotter. Mais nous sommes allés avec Maître Abouibo pour le cas, et Lem Kodjo pour l'UTD, le PDU avec Sanvi de Tové et le PAD avec moi-même.
Donc, tous ces partis que l'on cite en disant que c'est des partis qui sont modérés et en termes presque moqueurs, eh bien, ces partis se sont retrouvés, à part le CAR, se sont retrouvés à la CPP. Plus tard, ils ont fusionné en 1999 pour faire la CPP. Donc, nous ne sommes pas seuls, c'est plusieurs partis qui sont réunis. Mais les regroupements dans lesquels on n'aura pas le droit de s'exprimer, ou si on s'exprime, si vous n'êtes pas dans le courant classique, vous allez être traité de tous les noms, on évite d'aller vers ces regroupements. Vous faites le chemin seul, comme on le dit. Je rappelle également, puisque nous sommes en train de faire un peu de l'histoire, vous avez succédé à Edem Kodjo, qui est également un incompris de la scène politique du Togo. Et à l'extérieur, on présente l'ancien Premier ministre Edem Kodjo comme un gâchis pour le Togo et pour le continent africain. À la CPP, ou visiblement autour d'Edem Kodjo, est-ce que c'est une question de destin finalement? Je ne sais pas, mais je dois vous avouer que j'ai été profondément marqué par le fait qu'un jeune instituteur puisse battre Edem Kodjo aux élections législatives dans son propre pays. Cela m'a perturbé. Cela veut dire que qu'est-ce que nous recherchons? Edem Kodjo, le président Edem Kodjo, est appelé dans tous les pays d'Afrique où il y a des difficultés, où il y a de grands problèmes. Et souvent, il bat comme médiateur dans les autres pays. Et chez nous, même pour un poste de député, on n'arrive pas à voter pour lui. Quand vous dites que c'est un incompris, je comprends, c'est un incompris. Nous sommes des incompris. Seulement, voilà, nous sommes des incompris. Mais la situation ne bouge pas. Et pourquoi notre pays ne veut pas faire autre chose pour voir? Qu'on nous donne 5 ans, 10 ans, nous aussi, qu'on voit avec notre méthode pour voir si on ne peut pas évoluer. Ceux qu'on appelle les modérés, et aujourd'hui les centristes. Oui, mais qui va vous donner les 5 ans? Le peuple. Mais est-ce que quelque part là, puisqu'on parle des incompris, le peuple dont vous faites cas maintenant, est-ce que quelque part, est-ce que c'est pas vous qui ne comprenez pas finalement ce peuple, puisque visiblement il vous rejette? Peut-être, je ne discute pas de ça. Si c'est nous qui ne comprenons pas le peuple, pourquoi vous nous reprochez de nous taire? On se tait. Dans ce cas, si vous vous taisez, est-ce que la logique ne voudrait pas finalement, comme dans certains pays, on quitte finalement ou carrément la scène politique? C'est possible, ce n'est pas impossible. Parce que quand vous faites un travail depuis 30 ans et que vous n'avez pas de résultat, vous pouvez avoir tendance à quitter. Seulement si vous aimez votre pays, vous avez l'espoir que les gens finiront par comprendre. Ça fait quand même 30 ans maintenant. C'est ça, c'est ce que je dis. C'est ce que je dis, ça fait 30 ans. Et rien n'a bougé. La CPP aujourd'hui, on ne sait pas quelle est sa santé, puisque vous-même, vous l'avez dit, ça fait 2 ans que vous n'intervenez plus autant sur les médias. Quelle est sa santé? Est-ce qu'elle est malade? Non, la CPP n'est pas malade. Les jeunes sont là. Vous allez voir pendant la campagne électorale, vous verrez. Les jeunes sont là. C'est le président qui ne veut plus intervenir tout le temps sur les antennes, puisque de toutes les façons, ce que nous disons n'est pas nouveau. Mais vous-même, vous êtes journaliste, Pierrot, et vous voyez comment le peuple, pas le peuple, certains journalistes se comportent vis-à-vis de la CPP. Dès que nous allons quitter votre émission, demain, ils vont commencer à injurier. Comme si ça aussi, ça fait partie de la politique. Ça ne fait pas partie de la politique. Vous pouvez ne pas être d'accord avec quelqu'un, mais vous respectez son point de vue. Je respecte le point de vue de tous les frères, je dis, de tous les frères de l'opposition. Je dis même que peut-être que c'est leur façon de voir. Je ne suis pas d'accord, c'est vrai, mais je n'irai jamais les insulter. Et ce n'est pas ce qu'eux, ils font. C'est vrai qu'il y a de l'insulte parfois et des invectives sur la scène politique du Togo, venant notamment des militants. Mais comment comprendre cela aussi? Bien, ça veut dire que nous ne sommes pas, pour l'essentiel, pour ceux qui font cela, c'est que nous ne sommes pas politiquement mûrs.
Parce que si on est politiquement mûr, il n'y a pas de raison d'insulter quelqu'un juste pour son opinion. S'il a une opinion, vous n'êtes pas d'accord, vous dites non, 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 que vous êtes dans l'erreur et vous démontrez pourquoi la personne est dans l'erreur. Mais vous ne l'insultez pas. Est-ce qu'on peut mettre cela aussi sur le registre des écarts qu'on peut avoir dans la construction de ce processus démocratique? Vous savez, en réalité, ce qui me fait mal, c'est qu'on ne progresse pas. Lorsque j'étais vice-président du Haut Conseil de la République, donc le numéro 2 du Haut Conseil de la République, la situation était extrêmement difficile. Quand même, il m'arrive souvent de présider le Haut Conseil de la République, dans la salle, vous avez des camarades qui avaient un langage extrêmement difficile vis-à-vis d'autres. Pas vis-à-vis de moi nécessairement, mais vis-à-vis d'autres. Et moi, je n'acceptais pas. Et on a même connu des moments où des camarades ont appelé nos jeunes frères de l'opposition pour venir menacer certains autres à la sortie des réunions du Haut Conseil de la République. Tout cela, je me suis dit, c'est le début de la démocratie. Ça va changer. Rapidement, ça va changer. En ce moment-là même, vous allez au village, vous voyez des gens en train d'abattre, par exemple, des bois, des tecs qui sont pour l'État. Vous dites, ce que vous faites n'est pas bon. Et on crie sur vous, on dit, c'est de la démocratie. Bon, nous, c'est fini. Mais on a eu l'espoir que tout cela va changer. Malheureusement, sur le concept politique, sur les méthodes de travail, sur la lutte, on n'a pas beaucoup évolué. On n'a pas beaucoup évolué et nous en sommes toujours à nous critiquer de façon très violente. Pas la personne que nous combattons, pas le mouvement que nous combattons, mais nous-mêmes. Donc tant et si bien que vous êtes au courant de ceci à un moment donné de ma poche, je sais que vous le savez, j'ai demandé que certains journalistes, il y a 25, 26 ans, 27 ans, je ne me souviens pas exactement, regardent les journaux de la place et qui voient les pages ou les articles écrits contre les membres de l'opposition et ceux écrits contre le pouvoir, à l'époque, le général Eyadema. Et on s'est rendu compte que 80% des articles écrits par ceux qui sont censés être des journalistes, pas de l'opposition en tant que tel, mais disons des journalistes qui... Engagés aux côtés de l'opposition ou dans le mouvement. Mettre 80% de leur énergie à injurier les gens de l'opposition. Mais en fait, est-ce que ce que vous dites là, est-ce que c'est vrai? En fait, 27 ans... mais vous le savez quand j'ai fait ce travail. Oui, mais en fait, ce que vous dites, quand on prend un journal togolais, et jusqu'aujourd'hui, la plupart des articles, une bonne majorité des articles, c'est dirigé contre le régime en place. Oui, ça a peut-être évolué un peu. Parce que, non, il faut que je vous dise, ça a évolué un peu, ça a évolué. Pourquoi? Parce que les Edem Kodjo ne parlent plus tellement. Les Abouibo, même s'il est dans la lutte, il ne parle plus tellement. Francis Ekon ne parle plus tellement. Les Sanvi de Tové ne parlent plus tellement. Les Ninevi ne parlent plus tellement. Parce que eux, souvent, ils ont des positions beaucoup plus nuancées. Donc, par conséquent, comme ils ne parlent plus, on n'injurie plus tellement les membres de l'opposition modérée. Mais s'ils se remettent à parler, vous allez voir. Ce que vous décrivez là, ce que vous décrivez, peut-être vrai, on ne sait jamais. Vous semblez jeter la pierre aux populations qui injurient, qui abattent des arbres parce qu'ils en avaient marre contre le système politique en place. Mais quelque part, est-ce que ce n'est pas aussi de la faute des acteurs politiques? Mais c'est parce que nous savons que... Quand je parle des acteurs politiques, pas seulement ceux de l'opposition et du pouvoir en place. Oui, mais l'image qu'eux aussi donnent, est-ce que cette image-là ne conforte pas aussi ces actes que vous dénoncez? Mais tout à fait, c'est parce que c'est comme ça que nous avons décidé de nous battre. C'est parce que nous avons des problèmes avec eux. Nous ne sommes pas d'accord avec ce qu'ils font que nous décidons de nous battre. Mais est-ce que ça
ça va être une raison pour nous aussi de faire pareil. Non. Non, bon, écoutez, moi, ce que je vous dis, c'est que je considère que tous nos amis de l'opposition qui ont des idées différentes de moi, de la CPP, aujourd'hui du net, etc., nous allons respecter ces opinions. Nous ne les insulterons jamais. S'ils le veulent, eux aussi, ils n'ont qu'à nous écouter, ils n'ont qu'à nous critiquer, ils n'ont qu'à nous dire que nous nous trompons, ils n'ont qu'à nous dire où est-ce que nous nous trompons, mais qu'ils évitent d'injurier des gens. Bon, moi je dis une chose, hein. Ce n'est pas parce que vous avez raison que celui qui est en face de vous, avec qui vous discutez, a nécessairement tort. Il peut avoir raison aussi. Sur un même sujet, deux personnes peuvent avoir raison. C'est l'histoire qui départage les gens en politique. Il y a cette réflexion qui revient dans certains milieux de plus en plus. On dit souvent que le Togo compte un peu plus d'une centaine de partis politiques, sauf qu'un bon nombre de ces partis politiques sont en mode dormant depuis des années. Est-ce qu'il ne va pas falloir, à un moment donné, imaginer une forme de nettoyage du fichier des partis politiques au Togo? C'est des partis qui ne fonctionnent pas. Est-ce qu'il ne faudrait pas les supprimer pour rendre peut-être un peu plus clair le jeu politique? Pierrot, vous connaissez ma position. C'est vrai que nous sommes sur des antennes en train de parler à nos populations. Donc vous savez que je suis un chaud partisan de 3 partis pour notre pays. Et je l'ai dit, 3 partis, ça suffit largement pour notre pays. 2 partis, en règle générale, comme aux États-Unis. Aux États-Unis, il y en avait un peu plus qui sont morts. Hein. Il y en avait à peu près 4, il y a 2 qui sont décédés morts de leur propre mort. Mais 2 partis s'affrontent et il n'y a personne en général pour essayer de les concilier. C'est pourquoi j'ai parlé toujours de 3 partis. Et tant qu'on n'arrivera pas là, il y aura énormément de gâchis. Regardez l'opposition aujourd'hui. Il y a la C14. Ça veut dire qu'il y a 14 partis qui sont réunis là-bas. Si demain, ils veulent aller aux élections, et s'ils réussissent tous les 14 à ne proposer qu'un seul candidat, pas circonscription électorale, disons que les 14 ne sont pas représentés. Ils n'ont que dans chaque circonscription électorale, les 14 ont les mêmes candidats qui ont été désignés. Ça sera extraordinaire. Ça serait beau. Mais pour le moment, ça ne se voit pas. Même chez les centristes, regardez, nous sommes aujourd'hui que 3 partis parmi les centristes. Mais nous n'avons pas réussi, nous non plus. Vous savez comment on qualifie Je ne veux pas savoir. Faites-moi une économie de ça, parce que je sais que ça ne peut être qu'insultant. Alors ne répétez pas, ça ne vous conviendra pas. Bon, donc, ne répétez pas. Je ne veux pas le répéter. Parce que je ne veux même pas savoir. Parce que ceux qui disent cela doivent se regarder eux-mêmes dans une glace et pour voir si pendant 30 ans, à quel point précis nous avons eu tort. Parce que eux, s'ils regardent, ils verront qu'ils ont eu tort à tous les niveaux jusqu'à aujourd'hui. Mais quand vous parlez de 30 ans, et peut-être vous, au niveau de la CPP, parce que quand vous parlez de la CPP, avec les partis qui fondent la CPP, oui, mais le net, c'est récent. Et puis le PDP, je ne sais pas si les centristes... Non. Ce que je veux dire, c'est que si en 93, nous avons dit ne boycottez pas et qu'on boycotte. En 94, ne boycottez pas, on boycotte. En 98, malgré toutes les négociations que nous avons faites, on arrive à 2002, on boycotte. Quel tort voulez-vous nous donner? Vous vous souvenez qu'en 2002, on nous a insultés, on a dit tout nous concernant. Je me souviens que Aïdam avait, sur demande de la CPP, publié un article en disant si nous n'allons pas aux élections de 2002, nous allons laisser un grand boulevard pour pratiquement tuer la Constitution. Est-ce qu'on est dans le même cas de figure aujourd'hui? Je ne sais pas.
Votre parti, on l'entend de plus en plus aujourd'hui aussi parce que le Togo vit une crise depuis plus d'1 an. Bientôt des élections législatives. Votre parti est sur la ligne de départ de ces élections. Qu'est-ce qui fonde votre engagement dans le jeu électoral actuel? Non, vous, là aussi, Pierrot, vous savez parfaitement que la CPP, depuis sa création, a dit qu'elle ne boycottera pas les élections et qu'elle ne fera pas la politique de la chaise vide. Donc, par conséquent, on n'est pas des opportunistes. On connaît notre position. Notre position, c'est celle-là. Et nous pensons et nous continuons à dire que si, pour des raisons, si on veut comparer de façon triviale, si, par exemple, aujourd'hui, le parti au pouvoir a 10 doigts et que finalement, vous ne lui prenez qu'un seul doigt, c'est toujours ça. Il ne reste que 9. S'il y a 91 députés et que, bon, vous n'en prenez que 10, 15 ou 20, au moins, il y a des gens qui peuvent apporter une autre vue, une autre façon de voir les choses à l'Assemblée, même si ces gens ne sont pas majoritaires. Bon, c'est ce que nous disons. Vous avez dit tantôt que les choses ne bougent pas, mais ce faisant, est-ce que vous ne contribuez pas justement à ce statu quo, puisque vous allez participer à des élections et quand on vous écoute, vous dites, même si c'est juste 10 personnes qui sont à l'Assemblée pour représenter ceux qui ne sont pas du courant du pouvoir en place, ils auront leur mot à dire. Mais ce faisant, la situation ne bougerait pas. Bon, maintenant, de toutes les façons, si on fait autrement, il y aura unanimité à l'Assemblée. Les députés feront ce qu'ils voudront. Il n'y aura même pas connaissant notre pays. Si le pouvoir ou le gouvernement propose un test, souvent, si vous êtes député, que vous n'êtes pas courageux, vous n'oserez même pas aller à l'encontre de ce test. Et tout amendement deviendra difficile parce que vous ne voulez pas d'histoire. S'il y a d'autres personnes, même qui ne sont pas majoritaires, qui proposent des amendements, eh bien, s'il y a des faiblesses dans le test, on pourra voir qu'il y a des faiblesses dans le test au lieu que par unanimité, on se taise sur ces tests. C'est notre façon de voir. Nous ne disons pas que nous avons raison, mais c'est notre façon de voir. Et nous continuons à croire que si en 2002, on nous a dit ce que le gouvernement fait tellement mauvais que d'ici 1 an, tout cela va tomber, ça fait 16 ans. Et rien n'a bougé. Donc maintenant, si on continue de façon pareille, ça va durer combien de temps? La CPP ne fera pas, ou bien ne fait pas la politique de la chaise vide, mais en termes de bilan aussi, vos participations à des élections au Togo, et à part les 6 ou 7 députés de l'UTD en 93, je crois que depuis là, il vous est difficile d'aligner. Vous avez parfaitement raison. Je vous dis qu'à plusieurs moments, c'est la CPP qui devient l'adversaire d'un certain nombre de partis. Parce que nous ne voyons pas les choses comme les autres. Est-ce que ce n'est pas une excuse? Mais attends, Pierrot. Et vous savez, la position que nous occupons est une position extrêmement difficile. Parce que même quand vous faites des propositions, certaines propositions, le parti au pouvoir s'énerve. Et quand vous faites d'autres, les partis d'opposition s'énervent. Parce qu'on veut que vous soyez dans un courant donné. Qu'on sache que vous êtes dans ce courant-là. Même si ce que les autres proposent, ce n'est pas bien, parce que ce que vous proposez n'est pas bien. Ce que vous proposez dans votre courant n'est pas bien, mais il faut que tout le monde se taise. De l'autre côté, on attend la même chose. Donc, par conséquent, nous, souvent, dès que les élections arrivent, on nous tire dessus, vous êtes du pouvoir, le pouvoir dit, non, si vous devez voter pour la CPP, autant voter directement pour nous, parce que la CPP, ce n'est pas une opposition radicale. L'opposition radicale dit, ils sont avec unir, dit, ils sont avec l'opposition, personne ne s'en sort. Je comprends ça, mais le centre est un courant de pensée qui existe dans le monde entier. Et si on ne veut pas le comprendre au Togo, mais qu'est-ce que voulez-vous qu'on y fasse? On continuera à parler, on continuera à expliquer. Ça prendra le temps que ça prendra, mais je vous assure que nul n'a le monopole de la vérité. Et que la vérité peut être à gauche comme à droite.
certains problèmes donnés, mais la vérité ne peut pas être en permanence d'un seul côté. Et au centre, nous avons l'obligation de dire à chaque moment où se trouve pour nous la vérité. C'est vrai que vous avez raison que le centre est un courant de pensée qu'on rencontre dans un certain nombre de pays. Mais est-ce que ce n'est pas dans des pays où la démocratie a toute son assise, finalement? Quand vous prenez la France ou quand vous prenez les États-Unis, quand vous prenez les grands pays, est-ce que c'est pas visiblement dans ces pays-là qu'on retrouve le centre? Dans un pays comme le Togo, où la démocratie est en construction, il y a ceux qui l'incarnent et ceux qui veulent justement peaufiner cette démocratie. Votre position de centre, est-ce que ce n'est pas une position qui, à un moment donné, ne va pas prospérer? Vous savez, lorsqu'il y a un certain nombre d'années, un certain nombre de siècles, des gens pensaient que la Terre était plate. Ceux qui ont dit que la Terre était ronde, certains ont perdu la vie. Les gens pensent que du sang, il y en avait dans l'estomac. Des grands savants de l'époque, que le sang était dans l'estomac. Mais il a fallu beaucoup de temps pour savoir qu'il n'y a pas 2 litres de sang dans l'estomac qu'on peut puiser. Bon. Donc, en fonction du niveau de compréhension du moment, les gens peuvent faire certaines choses et dire certaines choses. L'essentiel, c'est qu'ils soient suffisamment humbles pour dire qu'ils ne possèdent pas la totalité de la vérité et qu'ils ne détiennent pas le monopole de la vérité. C'est ce que nous disons à la CPP. Mais pourquoi les autres pensent qu'ils doivent détenir le monopole de la vérité? Pourquoi ils pensent qu'ils doivent détenir le monopole de la vérité? Moi, je ne pense pas. Regardez quand nous sommes revenus de Ouaga et que quand le... Quel Ouaga? Puisqu'il y en a eu plusieurs. Vous savez, c'est pourquoi je voudrais préciser, quand Edem Kodjo était Premier ministre, est-ce que vous pourrez croire que nous serons encore en train de discuter de ces problèmes-là aujourd'hui? Alors qu'avec l'APG, on pensait que quelques petites discussions, une formation de gouvernement d'union nationale et les problèmes allaient être réglés. Mais nous en sommes encore au point de départ. Au point de départ, ça veut dire que nul ne possède réellement la vérité, que la politique est plus compliquée. Au départ, j'avais surnommé un certain nombre de mes amis de l'opposition radicale. Oui, mais en fait, on vous écoute souvent utiliser cette terminologie-là. L'opposition radicale, en réalité, dans un pays comme le Togo, qui l'incarne en réalité? Je ne donne jamais des noms. C'est des positions. Donc qui sont ces amis? Par exemple, moi, aujourd'hui, quand on me dit on veut le départ immédiat du chef de l'État, je dis que c'est une position radicale. Parce que vous ne trouverez nulle part où un président peut, du jour au lendemain, sur demande, plier bagage et s'en aller le lendemain. Je dis que c'est une position radicale. Vous comprenez ça? Ou vous ne comprenez pas? Non, mais je comprends votre explication. Si vous comprenez, c'est bon. Mais quand on dit à un président, vous avez fait tel nombre d'années, à tel moment, il faut que vous partiez, je peux comprendre. Mais lui dit, partez demain ou partez immédiatement. Bon, je dis que c'est trop radical. Bon, ben, peut-être que c'est moi qui me trompe. Non, mais en fait, c'est comme ça que je vois les choses. Donc, c'est sur le seul exemple. Oh, mais on peut en donner plein d'autres. Retour à la Constitution de 92, par exemple. Moi, j'ai proposé à ceux qui ont encore la possibilité de venir me voir et qui sont des amis de l'opposition, je leur ai dit ceci. Ne demandez pas le retour à la Constitution de 92. Sur le plan technique, ça va être difficile à faire. Ce que nous allons demander, c'est qu'on prenne la Constitution de 92 et qu'on dise que tel élément, tel article, telle disposition de 92, qui pour nous sont très importants, ont été enlevés par le toilettage et qu'il faut les remettre dans la Constitution actuelle. Mais si vous dites retour à la Constitution de 92, l'application sera très difficile. Bon. Si on dit que j'ai tort, c'est comme ça que je vois la chose. S'il y a 20 articles qui ont été enlevés
et qui pose problème aujourd'hui, remettez les 20 articles dans la nouvelle constitution. Mais si vous vous dites de faire marche arrière et de retourner à la constitution de 92, on ne l'acceptera pas. Et la preuve, c'est qu'on ne l'a pas accepté. Nous allons parler des élections législatives, puisque votre parti va participer à ces élections-là. Qu'attendez-vous au final, au soir du 20 décembre? Vous me l'avez déjà fait dire, Pierrot. Non, mais en fait, c'est pas la Ce même que question. j'ai dit, c'est pas la même question. Si, je comprends de la même façon. Ce que j'ai dit et que je redis, j'ai dit que, on ne veut pas faire la politique de la chaise vide, mais nous ne sommes pas suffisamment naïfs pour croire que nous aurons la majorité au soir de 80, au soir du 20 décembre pour tout transformer dans ce pays. Nous disons simplement que nous voulons être là, avoir nos yeux aussi sur les tests qui vont sortir et être capable de faire amender les choses pour qu'on évolue, pour qu'on avance. Il y a des choses que je ne peux pas dire parce que ça paraîtra comme une provocation. Mais supposez que le parti, les députés aujourd'hui qui sont majoritaires à l'Assemblée, ils sont 62. Bon, si demain, ils sont 75 ou 80 et qu'ils ont envie de faire des transformations radicales qui ne sont pas du tout en notre faveur, ils le feront facilement, puisque avec les 4/5e, ils peuvent faire toutes transformations qu'ils veulent sur la Constitution. Et en ce moment, on va dire ça ne passera pas. Et pendant 16 ans encore, on va réclamer, comme on a réclamé sur 2002, on n'a rien transformé. Est-ce que vous pensez que dans une situation comme la nôtre, un Togo qui vit la crise, le parti au pouvoir peut logiquement gagner 75 députés? Je n'en sais rien. Je ne suis pas Dieu. Non, mais puisque vous projetez là, dans le futur, vous dites pourquoi aussi... je dis qu'il faut que nos camarades aillent à ces élections. Mais comment vont-ils faire pour aller à ces élections? Puisque les élections, c'est le 20, vos camarades, je sais que vous parlez de la C14, ils ne sont pas sur la ligne de départ. Bon, mais moi, comme je vous le dis, tout est une question de volonté. Bon, et on est en politique. Je suis sûr que si on sait comment parler, on peut peut-être proroger encore cette date et permettre qu'ils s'inscrivent, mais à condition de savoir parler. Le problème est de savoir parler. Savoir parler, c'est-à-dire savoir faire passer ses opinions. Pas savoir discuter. Savoir faire passer ses opinions. Quand je demandais ce que vous attendez au soir du 20 décembre, en réalité, je voulais savoir si, par exemple, la CPP va finir par gagner un siège au Parlement. Je ne sais pas. Je ne peux pas vous dire, mais je l'espère de toutes mes forces parce que ce que nous sommes obligés de dire à la radio, à la télé, nous voulons être capables de le dire aussi au Parlement. Nous voulons être capables de dire autour d'un test, chers collègues de députés, chers collègues parlementaires, le test que vous amenez a tel défaut. Faisons un effort pour le transformer de telle autre façon, pour que ce soit dans l'intérêt de notre peuple. Parce que ce que nous pensons à la CPP, c'est que ce qui nous unit en réalité, c'est le Togo. Et ce qui nous divise, figurez-vous, Pierrot, c'est la stratégie pour pouvoir gouverner le Togo. Or, ce qui nous unit, c'est le Togo lui-même. Si nous avons différentes stratégies pour pouvoir parvenir au pouvoir, nous ne pouvons pas dire que nous sommes des ennemis ou des adversaires qui ne peuvent pas s'entendre, puisque c'est sur le plan de la stratégie pour gouverner le même Togo. Donc, par conséquent, moi, je pense que, comme je l'avais dit en 2002 à plusieurs de nos collègues, même si nous ne gagnons pas les élections, nous pourrons au moins protéger la Constitution. Même si nous ne gagnons, déjà en 2002, je leur ai dit, si nous ne gagnons pas les élections, ce n'est pas grave, mais au moins nous allons protéger la Constitution. Dès qu'on aura 25-30 députés, on protégera largement la Constitution. On m'a dit non, on m'a insulté devant vous, vous étiez là.
Vous-même, vous y avez peut-être un tout petit peu participé. Bon, à l'époque, vous y avez un tout petit peu participé. Mais, voyez-vous... Est-ce que vous dites la même chose aujourd'hui? Que quoi? Qu'il faut participer pour protéger la Constitution. Cette Constitution-là, bon, c'est vrai que des gens qui sont au pouvoir peuvent faire, qui sont largement, je dirais même excédentairement entre griffes au Parlement, ou qui ont tout le Parlement, ils décident de ce qu'ils vont faire. Quand vous allez dans un pays à l'étranger, les gens vous diront que c'est votre assemblée qui a décidé telle et telle chose. Donc, que c'est légal. Bon. Donc, si vous donnez une assemblée entièrement à un courant politique, le courant fait ce qu'il veut. Et vous devez attendre un certain temps pour revenir à l'assemblée avant de changer ce que le courant a fait. C'est tout ce qui est le grand danger de ce que nous faisons. Le 20 décembre, c'est bientôt. Je ne sais pas si vous êtes très pressé ou très enthousiaste qu'on soit à ce jour-là. Je ne sais pas. Non. Quel est votre sentiment? Pas très enthousiaste. Quel est votre sentiment? Je suis triste. Je suis triste parce que je pensais que ces élections allaient permettre d'avoir des députés qui, aimant notre pays, vont s'atteler à faire en sorte qu'il y ait le moins de crise possible dans ce pays pour que l'économie puisse redémarrer. Je pensais que nous allons avoir des députés de tous bords qui vont faire en sorte que la répartition de la richesse nationale soit plus équitable, plus équilibrée. Je pensais que nous allons avoir des députés qui vont se pencher sérieusement sur le problème de l'université. Parce que à l'université, il y a certains jeunes gens qui, depuis 4 ans, 3 ans, attendent que l'on leur mette une filière de maîtrise qu'ils n'ont pas et qui ont suspendu les études. Je pensais que nous allons nous occuper de cette jeunesse qui, après la maîtrise ou la licence, est obligée de faire de taxi-moto pendant 10 ou 15 ans. Je pensais que ces nombreuses jeunes filles que nous avons, qui en première, seconde, sont devenues grosses, qui ont eu un enfant, qui ne peuvent plus aller à l'école, on va leur trouver une certaine solution, etc., etc. J'avais beaucoup d'espoir. Et je pensais que finalement, nous allons tous nous retrouver autour d'une table pour penser Togo, pour penser intérêt du Togo. Mais là où nous allons là, nous ne pouvons pas régler les difficultés de ce pays avec les élections de 2020, du 20 décembre. Excusez-moi, nous ne pouvons pas régler les difficultés. Non, en fait, les difficultés seront toujours là. Oui, mais en fait, en clair, si je vous comprends, la solution, ce n'est pas les élections du 20 décembre. Sur le plan constitutionnel, une assemblée finit son mandat. On doit faire d'autres élections. Il faut trouver le moyen de faire des élections équilibrées auxquelles tout le monde participe. Il faut. Bon, donc, si le 20 décembre, on ne règle pas toutes les solutions, spécialement ce 20 décembre laissera encore une bonne partie de l'opposition sur les carreaux et nous aurons encore nécessairement des difficultés. Nous avons écouté ces dernières heures Mme Aminata Toungara, qui est vice-présidente du Parlement de la CEDEAO, et qui disait qu'il ne faut pas précipiter les élections au Togo. En clair, elle demande un report des élections législatives du Togo. Est-ce que c'est une demande que vous comprenez? Vous savez, le problème, c'est que les Togolais croient que la solution à leurs problèmes doit venir de l'extérieur. Et ça, je ne comprends pas. Les Togolais, il y a, Pierrot, il y a 50 ans, 70 ans, en Afrique, les Togolais étaient perçus comme ceux qui allaient trouver des solutions aux problèmes des gens, dans l'administration, dans les entreprises,
Les Togolais étaient à Libreville, à Abidjan, à Dakar, à Bamako. C'est les Togolais qui étaient les plus appréciés. Bon, et puis maintenant, on ne sait pas ce qui se passe. Nous, on attend pour nos problèmes que des gens viennent nous faire des propositions. La CEDEAO propose quelque chose, nous applaudissons. Un autre vient, propose quelque chose d'autre et nous applaudissons. Comment voulez-vous qu'on s'en sorte? Nous sommes au D12 de Pyramide FM. Il est 12h45. Si vous nous suivez ce midi, le soir, nous serons autour de 19h45 puisque l'émission est rediffusée dans la soirée. Notre invité, c'est le président de la CPP, Francis Ekong. Et la tradition de l'émission, c'est qu'à partir de cet instant, nous demandons aux auditeurs de vous poser des questions et c'est ce qu'ils vont faire. Donc, d'un instant à l'autre, je leur rappelle les numéros 70 43 09 70, 70 43 09 70 et puis 96 50 34 37. Je constate également que nous avons beaucoup d'amis qui nous regardent dans le monde et qui réagissent sur notre page Facebook puisque nous sommes en mode live depuis le début de cette émission. On aura également les questions de ces amis de la diaspora. Je voudrais juste qu'ils nous précisent l'endroit d'où ils nous regardent, où ils nous reçoivent. On peut le dire aussi ainsi. Vous allez mettre votre casque et nous allons commencer le jeu des auditeurs. Allô, allô, est-ce qu'on a déjà un premier auditeur? Allô, bonjour. Allô, monsieur Pierrot. Oui, on vous appelle comment? Je m'appelle Joshua. Joshua. Zanguera. Oui, Joshua, vous nous appelez depuis Zanguera, vous êtes en direct. Votre question, Joshua? J'aimerais demander à notre invité, il est en train de dire que les Togolais ne les comprennent pas. Mais franchement, là, je pense que ce sont eux qui choisissent le meilleur côté du combat. Imaginez que l'opposition est en train de demander qu'on fasse une carte d'identité à tous les électeurs, une carte d'identité nationale dessus. Et maintenant, imaginez que chez nous ici à Zanguera, moi je ne sais même pas pour côté le recensement. Mais chez nous, on a été pour nous faire recenser. Il fallait payer 1 000 francs, 500 francs aux agents de recensement avant qu'on nous recense. Et personne n'a vu ça ici dans nos pays au Togo. Et on n'a pas pu, et moi, en tout cas, jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas eu ma carte d'électeur. Et voilà que eux, ils s'en vont à l'élection, qui va voter pour eux, et puis ils disent que nous ne les comprenons pas. Moi, ça me fait très mal. Joshua, on a compris votre position. Maria, je ne sais pas si vous avez compris. Non, oui, mais j'ai fini par comprendre. Et je vais lui répondre. Je peux, si on ne me comprend pas, c'est mon droit de dire qu'on ne me comprend pas. Je ne dis pas que c'est vous qui ne comprenez pas, mais ce que je dis, si on ne le comprend pas, par rapport à moi, je dis que je ne suis pas... on n'a pas compris ma position. Mais ce que vous venez de me dire est extrêmement grave. Et vous pensez que je vais accepter que l'on vous prenne 1 000 francs pour vous donner une carte? C'est absolument inadmissible. Et c'est ce qui fait que ma position, je suis obligé de revenir là-dessus. Si dans la salle, nous avions pu mettre nos gens aussi pour délivrer les cartes, et si quelqu'un veut vous traiter comme ça, c'est nos gens qui vont crier sur eux et qui vont faire que les gens ne puissent pas vous traiter comme ils vous ont traité. Je suis totalement en désaccord avec ceux qui font des choses comme ça. À la limite, c'est des gens qui n'aiment pas leur pays. Parce que s'ils aiment leur pays, ils ne peuvent pas se permettre de se comporter comme ils se sont comportés avec vous. Maintenant, le problème, c'est que ça a été comme ça. Dans l'avenir, dès qu'on nous dit qu'on va donner des cartes, nous devons faire l'effort pour que nos gens aussi soient juste à côté et qu'ils soient partisans de ceux qui doivent donner des cartes. Comme ça, on ne va pas nous traiter comme on vous a traité. Ils n'accepteront pas qu'on vous traite comme cela. Parce que si vous laissez toujours toute la place vide à vos adversaires, ils feront ce qu'ils voudront de vous. Et c'est ce qui vient de se produire. Deuxième auditeur, allô, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Allô? Oui, on vous appelle comment? Très bien. Oui, allez-y, votre question. Bonjour. Bonjour, cher ami. Et
notre invité nous dit qu'ils vont aux élections. Bon, ça veut dire qu'il est d'accord que les élections avant les réformes. Il est d'accord. Ça veut dire que lui, il avant les réformes. Et est-ce qu'il est sûr en âme et conscience que ce n'est pas eux qui accompagnent Borgna Simbe et Bawara et tout là. Ils sont vieux, ils n'ont qu'à dégager les quantités qu'on a qu'à dégager là-bas. Et les autres viennent. Parce que c'est eux qui veulent détruire le pays. Enfin, il y a une partie que je n'ai pas compris là. Vous dites, ils n'ont qu'à faire quoi? Ils n'ont qu'à dégager? Je n'ai pas compris. Bah, cet auditeur-là, il est parti. Ouais, oui, en fait, c'est la première partie de la question. En fait, est-ce que vous allez aux élections sans les réformes? Bien, vous savez, la CEDEAO a dit de faire les élections le 20. Il y a une possibilité de faire les réformes avant le 20. Mais si nous avons laissé le jeu politique à deux tendances, une au pouvoir et une dans l'opposition, il n'y a que les deux qui discutent. Nous avons dit que nous souhaiterons participer aux discussions. On nous a dit non. Donc les deux, et personne ne veut faire des efforts vers l'autre, faire un pas vers la position de l'autre. Personne ne veut faire des compromis. On a peur d'être traité de quelqu'un qui fait des compromissions. Vous allez faire les réformes quand? À un moment donné, il faut faire un effort, faire des compromis. Dès que vous allez à une table de négociation, c'est que vous êtes prêt à faire des compromis. Si vous n'êtes pas prêt à faire des compromis, n'allez pas à une table de négociation. Ça devient un diktat. La cristallisation depuis quelque temps, vous le savez, c'est autour de l'élection du président de la République. À propos de compromis, qu'est-ce que vous proposez à la CPP? Vous connaissez notre position. Nous avons toujours dit et souhaité, pas aujourd'hui, depuis, disons, 2009, nous avons publié un texte dans lequel nous disons que nous sommes fortement pour un scrutin uninominal à 2 tours, avec un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois. Nous l'avons dit et redit. Bon, et c'est en ce moment-là que nous disions qu'en 2010, on aurait pu avoir cela en ce moment-là. Il y avait une possibilité de l'avoir. On nous a insultés, mais nous aurions pu l'avoir en ce moment. On ne l'a pas eu. Bon, aujourd'hui, si on me pose encore la question, vous pensez que la CPP a changé d'avis? La CPP n'a pas changé d'avis. Il y a beaucoup de gens qui disent, ou beaucoup d'observateurs qui qualifient ceux qui participent à l'élection, hormis le parti au pouvoir, comme étant des accompagnateurs. C'est un peu ce que dit cet auditeur. Et que répondez-vous à ceux qui pensent cela? Mais j'ai déjà répondu à ce monsieur, il n'a pas bien écouté. S'il a écouté, nous avons dit que, 1, la CPP est un parti autonome qui ne dépend de personne, qui dépend seulement de ses militants. Et les militants ont décidé depuis 20 ans qu'on a créé la CPP, qu'on ne fera jamais la politique de la chaise vide et qu'on ne boycottera pas les élections. Ce n'est pas aujourd'hui. Ce n'est pas d'aujourd'hui qu'on a pris cette décision pour qu'on dise que nous voulons être accompagnateurs ou que nous voulons simplement être des opportunistes. Il faut être honnête. Qui au Togo ne sait pas cette position de la CPP? Puisque c'est un credo que la CPP développe tout le temps. Donc, il y a ça. Mais deuxièmement, ce que je veux dire encore, c'est que si au moins, on peut avoir des gens dans l'Assemblée pour que le parti au pouvoir ne passe pas tout ce qu'il veut et qu'il y ait des gens pour leur dire non, ça, on ne peut pas faire ça comme ça, changer. Et ça vaut mieux que unanimement tous disent oui aux tests qui vont arriver et qui seront obligés d'adapter. C'est ce que nous disons.
Bon, maintenant, est-ce que je pense que j'ai raison? Je n'en sais rien. Mais c'est conforme à l'orientation de mon parti. Bon. Si la CPP devrait participer aux Jeux Olympiques, par exemple, comme le disait le baron Pierre de Coubertin, l'essentiel, c'est de participer finalement, puisque depuis, la CPP participe aux élections législatives, la CPP n'a pas de député. Vous savez, les périodes électorales sont des périodes extraordinaires que nous aimons. Parce que... Juste ça. Nous aimons, on nous tend les micros, nous donnons des positions, nous expliquons comment nous voyons notre pays et nous espérons qu'on finira par être compris. Troisième auditeur. Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour. Allô? Allô? Oui, bonjour. Allô? Oui, bonjour, vous êtes en direct. Bonjour. Oui, votre question. C'est Grégoire. Grégoire, votre question. Je suis Bénédicte. Je voudrais demander, M. Francis, il dit qu'il ne faut jamais boycotter une élection. Quelle qu'en soit la manière dont les élections sont organisées, il décide à participer. Je voudrais savoir, il ne pense pas que c'est eux qui amènent ce pays dans le chaos. Regardez la manière dont les recensements sont organisés. Tout ce qui se passe, on a dit dans ce pays qu'on a inscrit des mineurs. Le président de la Sénat dit non, le gouvernement non. Mais finalement, ils nous ont dit qu'on a recensé plus de 38 000 mineurs. Et ils voient tout comme ça et ils veulent participer aux élections parce que ils ne veulent pas boycotter des élections. Vraiment, moi j'ai touché pour ce pays. On a compris, cher ami Grégoire. Ok, Grégoire. Moi aussi, je vais vous poser une question. Grégoire, il est parti. Bon, c'est dommage. Sinon, je vous demanderai, si vous boycottez aujourd'hui, comme nous avons boycotté en 2002, et vous continuez à boycotter tout le temps, ça peut durer un siècle. Ce que je voudrais vous dire, c'est que moi-même, je peux vous dire que je connais quelqu'un qui a amené ses 2 enfants pour les faire recenser. Et je suis sûr que ces enfants-là étaient des mineurs. Et non seulement celui qui a écrit voulait faire des histoires, mais il a menacé. Bon. Maintenant, je me pose la question suivante. Si, au lieu d'avoir boycotté ce jeu d'inscription pendant qu'on doit donner les cartes, si nous avions, nous aussi, autour de la table, 1 ou 2 personnes qui peuvent dire non, ce monsieur est un mineur, on ne l'inscrit pas, quitte à en venir au coup de poing, nous ne l'inscrirons pas. Est-ce que vous pensez que ça va être facile pour ceux qui viennent inscrire des mineurs? Si vous laissez la place toujours vide, les autres l'occuperont. La nature a horreur du vide. Mais qui laisse la place vide? Mais dans ce cas précis, nous n'étions pas autour de la table. Oui, mais vous savez aussi que des réclamations ont été faites pour, par exemple, la récomposition des commissions de liste et cartes et des CELI. Ça n'a pas été fait. En tout cas, autour de la table, nous n'étions pas là. On n'était pas là, donc ils ont pu le faire. Si on était là, ils n'auraient pas pu le faire. C'est ce que je dis. Et donc, quelles que soient les conditions, nous n'étions pas là. Donc finalement, l'auditeur veut savoir si, malgré tous ces couacs là, les conditions sont-elles suffisantes pour vous pour aller à ces élections? Mais vous savez, vous parlez toujours, est-ce que les conditions sont... En 93, les conditions n'étaient pas suffisantes. 5 jours, nous avons demandé 5 jours supplémentaires pour que on puisse participer à l'élection présidentielle, pour que Dame Kodjo puisse faire. On nous a refusé les 5 jours. Bon, le président Yademe est allé seul. Il a gagné, il est resté jusqu'en 98. Ensuite, il avait même dit à l'époque que ce serait son dernier mandat. Mais en 98, il s'est représenté encore. Bon, qu'est-ce que vous avez pu faire? Aujourd'hui, en 2002, nous avons dit on a touché à la Constitution. Donc,
nous ne ferons plus rien, nous n'irons plus à ceci, cela, etc. Mais finalement, en 2003, quand la présidentielle s'est pointée, malgré tout ce qu'on a fait à la Constitution, les gens se sont présentés à ces élections-là. Bon, mais qu'est-ce qu'on a pu faire jusqu'aujourd'hui? Si aussi nous faisons la même chose aujourd'hui, ça peut continuer à durer parfaitement. Moi, je dis ceci, je les respecte. Eux, ils ne veulent pas le faire. D'accord, on les respecte. Mais qu'ils laissent ceux qui veulent le faire, le faire. Bien, merci. Nous avons une question depuis Paris de Thomas Combé. Pourquoi la CPP, on le voit que pendant les élections? En fait, c'est un peu... Non, je vois ce qu'il veut dire. En réalité, on pense que c'est ceux qui font du boucan qui travaillent. Nous nous attelons à la formation des jeunes. Il n'y a qu'à venir chez nous pour voir. Il n'y a pas un seul mois où on ne fait la formation. Nous faisons toujours la formation des autres. Nous parlons de temps en temps, pas souvent, aux paysans parce que les déplacements, ça coûte beaucoup d'argent et on peut comprendre qu'on n'a pas beaucoup d'argent. Donc, on n'est pas tout le temps partout. On ne fait pas beaucoup de bouquins, mais on travaille. Allô, quatrième auditeur. Bonjour. Bonjour, monsieur. Oui, on vous appelle comment? Allô. Oui, vous êtes en direct. Oui, Kanidek, allez-y. Bonjour, président. Bonjour, cher ami. Bon, vous venez de dire que vous voulez aller à l'Assemblée nationale et qu'il y a des tests qu'il faut passer des propositions. Kanidek, vous voudrez augmenter un peu le volume de votre voix parce que on vous écoute à peine. Je dis que Ouais. Et il y a la le pratique état vient de dire qu'il veut aller à l'Assemblée nationale pour faire des propositions. Mais à ce que moi je sache, si vous êtes à l'Assemblée nationale et vous faites des propositions, je pense que la société va faire des propositions très pertinentes. Une fois que votre proposition ne sera pas prise en compte, il faut que vous disposiez d'une minorité de blocage pour ne pas faire passer le texte. Donc, vous allez faire des propositions qui ne sont pas prises en compte. Bon, si moi je vois bien la liste des partis de l'opposition qui vont à cette élection législative, qui là n'ont pas positionné leur candidat dans toutes les circonscriptions. Oui, je vous écoute. Comptez-vous pour faire des propositions et avoir une minorité de blocage lorsque vous serez désavoué dans vos propositions. Merci. Bien, merci. Nous avons eu du mal. On a eu du mal à vous entendre, mais j'ai compris que vous parlez essentiellement de la minorité de blocage. Et vous parlez aussi de la possibilité pour les autres de ne pas écouter vos propositions, même si c'est de bonnes propositions. Ça, nous ne pouvons pas savoir comment les gens vont se comporter. Mais ce qui est souhaitable, c'est que nous ayons au moins une minorité de blocage, comme vous dites. À supposer même qu'on n'ait pas on puisse empêcher le parti au pouvoir d'avoir les 4/5 de l'Assemblée, ça veut dire qu'ils ne pourront pas tout seuls transformer les dispositions de la Constitution. Si on les empêche d'avoir les 2/3, ils ne pourront pas, à partir de l'Assemblée, aller au référendum. Bon, tout cela, c'est des souhaits. Mais nous ne savons pas comment notre peuple va réagir. Si notre peuple réagit et vote pour des partis comme les nôtres, et en particulier ceux que aujourd'hui vous n'aimez pas beaucoup, à savoir l'UFC, des partis que vous critiquez beaucoup, bon, et c'est votre droit. L'essentiel, c'est de critiquer les gens en utilisant les mots corrects, pas insulter. Donc, nous allons essayer. Si nous réussissons, c'est bien. Mais si nous ne réussissons pas, nous allons apprendre de nos erreurs pour l'avenir. Nous allons apprendre de nos erreurs. Et vous aussi, vous allez apprendre de nos erreurs pour l'avenir. Mais si nous ne faisons jamais rien, nous n'allons pas apprendre. Même gouverner, ça s'apprend. À l'Assemblée, comment mener les débats? Mais ça s'apprend. Négocier. Quand est-ce qu'il faut négocier? Quand est-ce qu'il faut
reculer un peu, quand est-ce qu'il faut faire des concessions, quand est-ce qu'il faut élever la barre à un niveau très élevé, etc. Tout cela s'apprend. Oui, en fait, il y a ces partis qui participent aux législatives, vous les avez cités. Il y a l'UFC par exemple, il y a le NET, il y a le MPDD, il y a votre parti politique. Mais vous semblez dire que c'est des partis qui sont souvent critiqués, qu'on n'aime pas, n'est-ce pas? Oui, mais finalement, vous participez à des élections. Qui va voter pour ces partis qui ne sont pas aimés? Bon, quand on dit qu'on n'aime pas, il dit vous n'aimez pas, ça ne veut pas dire que 100% des Togolais n'aiment pas. C'est une façon de parler. Moi, je ne sais pas. Je ne sais pas jusqu'à quel point les élections seront vraiment transparentes. Si elles sont vraiment transparentes, on verra quel est le poids réel du NIR et quel est le poids réel de ces partis. Mais je dis encore une fois que ça me fait mal parce que j'aurais aimé que tous les partis politiques participent à cette élection-là dans le but de sauver notre pays. Ce n'est pas la première fois que vous le dites, que ça fait mal que tous les partis politiques ne soient pas sur la ligne de départ pour les élections du 20 décembre. Mais personnellement, qu'est-ce que vous faites pour atténuer ce malaise qui vous tenaille? Le malaise me tenaille. Vous avez trouvé le bon mot. Le pouvoir va faire des efforts. Et nous n'avons pas arrêté de le dire. Vous savez que moi, chaque fois que j'ai une occasion, je le dis au pouvoir, je le dis à nos collègues. Bon, mais je ne peux que le dire. La politique a ceci de bizarre que vous ne pouvez pas savoir les conséquences des actes que vous posez toujours. Si on avait deviné une seule seconde en 1994 que les discussions entre Edem Koyo et Agboibo allaient traîner l'alternance jusqu'aujourd'hui, je suis sûr qu'ils n'auraient pas posé les actes qu'ils ont posés en 1994. Parce qu'en 1994, on avait la majorité de l'Assemblée, l'opposition avait la majorité de l'Assemblée. Bon, donc, on nous insulte aujourd'hui, mais c'est que nous avons tellement d'expérience dans le domaine que nous disons que avec tout ce que nous avons vu, eh bien, il faut faire partager ça à nos jeunes frères, parce qu'eux, ils n'ont pas vu ça. Non, mais en fait, Maître Yavia Boiboy n'est pas jeune. Il est à la coalition des 14. Non, je n'ai pas dit qu'il est jeune. J'ai déjà dit que s'ils avaient su tous les deux que leur discussion en 1994 allait empêcher l'alternance jusqu'aujourd'hui, je suis sûr qu'ils n'auraient pas eu le comportement qu'ils ont eu. Un autre auditeur, allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, on vous appelle comment? Monsieur Paul. Paul, vous êtes en direct. Oui, j'aimerais demander à monsieur Francis Ekon. Ça fait 30 ans qu'ils sont dans ce combat. Et ils ont constaté que beaucoup de Togolais n'hésitent pas à leur tirer dessus. Est-ce qu'il n'est pas temps de se poser des questions sur leur méthode? Parce qu'ils ont de moins en moins de députés. Je crois qu'à ce jour, ils n'en ont même plus. Ceux qui les accusent de servir de béquille d'accompagnement, est-ce qu'il n'est pas temps qu'ils se mettent dans la peau pour se poser des questions et se dire, et si ceux-là avaient raison? C'est l'absence de réforme, moi je pense, qui les empêche d'avoir le nombre de députés. Il a dit qu'il ne connaît pas le niveau de transparence de cette élection. Est-ce qu'il met les gens dans la rue? Mais pendant que les gens réclament ce niveau de transparence, vous y allez. C'est ce que les gens vous reprochent, c'est mon avis. Oui, tout à fait. Vous savez, j'étais en France il y a un certain nombre d'années quand on a dit qu'au cours d'une élection dans le 5e arrondissement de Paris, le maire à l'époque de Paris avait volé les élections. Et vous savez qu'aujourd'hui, aux États-Unis, l'élection présidentielle qui avait été faite, celle qui a perdu l'élection avait 2 millions de voix de plus que la personne qui a gagné l'élection. Donc, vous savez, moi je pense que vous avez raison, mais il faut toujours se battre. Et ce n'est pas en disant je ne me bats plus que nous allons changer quoi que ce soit dans ce pays.
Si pendant 16 ans, on a dit on va réussir à retrouver notre constitution, pendant 16 ans, après tant de batailles, on n'a pas réussi, bon, si au moins en posant un certain nombre d'actes, en gagnant certaines choses petit à petit, on peut améliorer les choses, pourquoi ne pas le faire? Maintenant, on peut dire non, tant qu'on n'a pas tout eu, on attend. C'est une position que je respecte, mais ce n'est pas la mienne. Ne m'obligez pas à accepter cela. Qu'est-ce qu'on gagne petit à petit? Puisque vous le répétez souvent. Nous avons, par exemple, quand nous étions au front, vraiment, nous avons gagné le bulletin unique. Ça n'a pas été facile. À l'époque, si on ne voulait pas, on ne l'a pas pris. L'encre indélébile, encore que je ne sais plus si l'encre est totalement indélébile aujourd'hui, l'urne transparente, nous l'avons eu, mais c'est en nous battant. Nous avons dit à l'époque, ça, c'est au début des années 90. Nous avons dit, dès que nous avons quelque chose qui est en notre faveur, prenons. Ne demandons pas que c'est tout cela que nous allons avoir avant de prendre. Et on a continué. Mais vous parlez depuis 16 ans, en fait, à propos de la Constitution. C'est de cela qu'il s'agit. Qu'est-ce qu'on gagne petit à petit pour retrouver la Constitution originelle depuis 16 ans? Mais pourquoi voulez-vous? Non, puisque c'est vous qui parlez de 16 ans. Puisque personne ne veut discuter réellement de tout ce que nous disons, personne, ni au niveau du pouvoir, ni au niveau de l'opposition. Personne ne veut nous écouter. Bon, ce que nous disons, qu'est-ce qu'il y a? Nous avons dit, je vous ai répété tout à l'heure, j'ai comme l'impression que vous n'écoutez pas quand je vous parle. Quand j'ai dit que, par exemple, autour de la table de négociation, il y a encore 8 mois, 10 mois, si le départ immédiat du chef de l'État est posé en ces termes, et qu'on voit que c'est difficile, allons d'abord à... Est-ce que cette question a été posée en février, au lancement des discussions au Togo? Est-ce qu'on a évoqué le départ immédiat du chef de l'État? Ah bon? Ne peut pas. Le départ immédiat n'a pas été... Bon, alors, ce n'est même plus la peine de discuter. Non, mais en fait, aux discussions à l'hôtel de février, est-ce qu'il a été question du départ immédiat du chef de l'État? Je n'étais pas là. Mais ce que les journaux vous rapportez, et ce que les journaux des autres pays, que ce soit du Ghana ou de la Guinée, etc., rapportent, c'est qu'il y a 2 problèmes fondamentaux qui ont beaucoup bloqué le départ immédiat du chef de l'État et le retour à la Constitution de 92. Vous n'êtes pas au courant? Vous êtes sûr que vous n'êtes pas au courant? Je ne suis pas au courant. Vous êtes certain? Oui, je suis certain. Le départ immédiat du chef de l'État est réclamé dans les rues de Lomé. Oui, je suis au courant, mais dans les discussions, je ne sais pas si ça a fait l'objet de tractations entre... Je n'étais pas là, mais j'ai lu vos journaux. Un autre auditeur. Allô? Oui, allô. Oui, bonjour. Bonjour, Pyramide. Oui, vous êtes en direct. Votre nom? Oui, Aclesson depuis Forêt-Vert. Oui, Aclesson, allez-y. Aclesson vous écoute. Est-ce qu'on l'a perdu, Aclesson? Aclesson? Mais on ne l'a pas. On l'a perdu. On l'a perdu à Aclesson. Allô? 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 Oui, bonjour. Bonjour. Oui, on vous appelle comment? Taoufik. Oui, Taoufik, allez-y. Bon. Monsieur Pratique, bon, je vous salue. Je vous salue aussi. Bon, j'ai comme l'impression que vous ne voulez pas qu'on parle du départ du chef de l'État. Le départ du chef de l'État, c'est un droit. Si la Constitution demande de l'État actuel, il a fait combien de mandats? 2 voire 3. Et au sein de la CEDEAO a préconisé 2 mandats et le Togo est à 3e mandat. Si les gens demandent le départ du chef de l'État, ce n'est pas un péché. Aidez-nous à retrouver la finance et la paix au Togo. Vous voulez aller à une élection législative sans les réformes. Hein? Le découpage, vous allez... Et maintenant, les gens du CLC qui ont recruté plus de 33 000 mineurs, écoutez, pourquoi les gens ont été à l'école? Comment on peut mettre les gens dans le CLC qui sont incapables de voir si cet enfant peut avoir au moins 18 ans et on les recrute, on dit qu'ils sont à 33 000. Il faut que la justice fasse des services et le procureur de la République pour poursuivre ceux qui sont dans les CLC qui ont enregistré plus de 33 000 mineurs. Merci. Merci, Taoufik. Eh bien, je vais commencer par le dernier point. Le dernier point, je crois que j'ai déjà répondu. Mais ce que je veux que vous sachiez, une fois de plus, si vous dites que c'est par incompétence qu'ils ont enregistré des mineurs, moi, je ne le crois pas. Ça peut arriver,
mais des gens ont pu inscrire les mineurs volontairement. Ça peut faire partie donc des fraudes. Donc on peut le faire volontairement. Ça, c'est une première chose. Mais je dis que tout ceci n'a été possible que parce que nous avions fait la politique de la chaise vide. Je vous le dis. Parce que si vous laissez la place vide, quelqu'un la prend. Je continue à vous le dire. Bon, ensuite, la deuxième chose que vous dites, c'est que, je ne me souviens pas bien de ce qu'il a dit, bon, vous pensiez que nous ne devrions pas aller à ces élections parce que quand on parle du départ du chef de l'État, que moi je ne suis pas pour le départ du chef de l'État. Mais je vous ai dit que la CPP est pour 2 mandats. 2 mandats de 5 ans non renouvelables. Mais je vais parler, je ne sais plus. Peut-être qu'il faut que je parle une autre langue, parce que ça fait au moins 10 fois que j'ai déjà dit ça. Donc, je ne vous comprends pas. Vous savez qu'au cœur du conflit, il y a, comme je l'ai dit, l'élection présidentielle cette dernière semaine. La nouveauté, c'est la proposition de l'expert de la CEDEAO en ce qui concerne les réformes politiques au Togo. Je ne sais pas si vous avez eu le temps de jeter un coup d'œil sur cette proposition de l'expert de la CEDEAO. En ce qui concerne l'élection présidentielle. Qu'est-ce qui vous préoccupe là-dedans? Non, mais en fait, je pose la question. Non, ben, je n'ai pas jeté un coup d'œil là-dessus. Dis-moi. Non, mais en fait, je voulais savoir, puisque... Non, mais puisque vous le savez, dites-le. Vous ne le savez pas, vous. Mais dites-le. Non, mais en fait, je voulais savoir si vous ne le savez pas vraiment. Puisqu'il dit... Moi, s'il y a un point qui vous préoccupe, vous parlez du point. Mais tout ce que l'on a dit là-dessus, je ne sais pas ce que vous voulez. Dites-moi ce que vous voulez, je vous dirai ce que j'en sais. L'expert de la CEDEAO propose, comme vous, l'élection du président de la République pour un mandat de 5 ans renouvelable une seule fois. Une seule fois. Oui, que c'est un article qui ne peut pas être modifié, que le mandat ne peut pas être prorogé, que nul ne peut faire plus de 2 mandats. En fait, c'est un peu ça, globalement, sa proposition. C'est tout à fait ça. Donc, c'est notre proposition. C'est une proposition que vous soutenez. Et bien sûr que nous soutenons la proposition. Nous allons... Je vais plus loin. C'est pourquoi je vous dis de me dire, je vais plus loin. Il est même dit que dans l'avenir, que personne ne peut amender cette partie de la Constitution. C'est la CEDEAO qui le dit. Et nous sommes d'accord. Bien, merci. Les auditeurs qui nous écoutent un peu partout dans le monde et me pressent sur la question du son, que notre invité ne parle pas assez fort. Tout à fait, mais c'est un problème. Bon, je ne parle pas assez fort, c'est vrai. Bon, je vais faire encore un effort. Bien, merci. J'espère que notre ami Thomas Ziguinchor, qui doit nous écouter quelque part et en Europe, je crois que finalement, il est satisfait sur sa demande, par rapport à sa demande. Un autre auditeur, allô? Oui, allô? Confirmez-vous que les élections... Oui, allô? Une question d'un certain Noël qui... Allô? Allô? Directeur, bonjour. Bonjour, on vous appelle comment? Commis. Oui, Commis, allez-y. La crise présente m'a permis, en tant que citoyen lambda, d'avoir 2 grands blocs. Je veux parler du gouvernement et ses alliés et l'opposition avec ses alliés. Et dans ce optique, je ne vois pas un parti politique sincère et sérieux participer à cette élection. Parce que, avant d'avoir cette élection, on leur a dit de faire une élection consensuelle. Et jusqu'à ce jour, je ne pense pas que la C14 parle en termes de boycott, mais d'une élection consensuelle, crédible, et que ça fasse valablement les réformes. Donc, il me dit que s'ils étaient à la CENI, ils allaient empêcher qu'on enregistre des mineurs et que les gens soient plusieurs fois enregistrés. J'aimerais lui rappeler que certains qui vont à cette élection, je veux citer le NET, l'UFC, étaient dans cette CENI avant qu'on enregistre des mineurs. Va-t-il me dire qu'il n'est pas en béquille pour ce gouvernement, ou bien il ne se trompe pas d'adversaire? Ça, c'est la première question. Deuxième préoccupation, le pouvoir en place
cherche à avoir les 4/5 pour pouvoir faire à son gré les réformes. C'est pour ça qu'ils vont. Et vous l'avez posé la question, lui ne sait pas quel nombre de députés il ira gagner. Ou la partie de la Constitution qu'il veut que les réformes se fassent, c'est sur les 4/5. On lui dit qu'il va pour 75 députés. Quel est ce type d'élève qui va à l'examen et ne sait pas s'il va réussir ou pas? Il m'explique ça. Bien, merci, Komi, pour les deux questions. Oui, bien sûr. Si vous pensez que en allant à un examen, on a l'espoir de réussir, mais on n'est jamais sûr de réussir, même si on est brillant. C'est pourquoi on l'appelle examen. Bon, maintenant, en ce qui concerne la politique, et je vous ai dit que vous pouvez parfaitement discuter pendant une dizaine d'années, une quinzaine d'années sans résultat. Et vous pouvez continuer à discuter. C'est le cas en ce qui concerne la Constitution, le problème des 4/5 qui a été enlevé de la Constitution par notre pote parce que nous avons boycotté. Nous ne l'oubliez jamais. Si nous n'avons pas boycotté, on n'aurait pas pu changer la loi des 4/5. Nous l'oublions jamais. Et n'oublions pas que si nous avions été aux élections de 2002, il nous était extrêmement facile d'avoir 25 ou 30 députés. Donc nous aurions empêché que la Constitution soit toilettée. Ne l'oublions pas. Je ne vais pas dans le passé pour justifier des choses. Mais au lieu de critiquer les gens, il vaut mieux des fois leur dire ce qui est positif, en respectant leur point de vue, mais il faut indiquer ce qui est positif. Et c'est ce qui est positif pour nous, peut-être pas pour vous, que nous sommes en train d'indiquer. Je dis que maintenant, si d'aventure le parti au pouvoir arrive à avoir des députés et disons qu'ils ont 80 ou 85 députés, ils seront en mesure de ne faire que ce que bon leur semble à l'Assemblée. Peut-être même que s'il y avait quelqu'un pour faire une proposition ou un amendement correct, il aurait accepté. Mais si personne ne fait d'amendement correct, bon, ils auraient à accepter les tests n'importe comment. Si vous n'êtes pas d'accord, je vous respecte. Mais moi, je continue à dire que le peu qu'on peut faire, laissez-nous le faire. Vous ne voulez pas le faire. C'est votre droit. Mais si nous pensons que nous pouvons le faire, nous allons essayer de le faire, mais laissez-nous le faire. Donnez-nous la chance de le faire. Est-ce que ça vous empêche de le faire? Est-ce que vous n'avez pas finalement l'impression de prêcher dans le désert? Puisque quand on juge même par les questions des auditeurs, visiblement, la plupart qui ont appelé ont semblé ne pas vous comprendre. Non, je ne prêche pas dans le désert. Une fois de plus, c'est une question de courage. Parce que les gens qui nous disent « vous avez raison d'aller » sont nombreux. Ils nous le disent, mais ils ne viendront pas vous le dire. Ils n'ont pas envie d'être insultés. Donc, ils ne viendront pas vous le dire. Donc, ce n'est pas parce qu'il y a quelques personnes qui parlent, qui disent ceci à la radio ou à la télé que nous devons dire que nous avons 100% tort. Il y a une forte opinion dans notre pays qui n'accepte pas d'aller aux élections législatives maintenant. Nous en sommes conscients. Mais nous disons qu'il y a aussi une forte opinion qui dit « allez-y, si vous pourrez arranger quelque chose, faites-le ». Les élections, c'est le 20 décembre prochain et la campagne électorale doit commencer le mardi prochain. Comment est-ce que vous comptez vous organiser à la CPP en ce qui concerne la campagne électorale? Vous vous souvenez qu'il y a quelques années, nous avons présenté des candidats pratiquement dans toutes les préfectures, dans toutes les circonscriptions électorales. Mais nous nous sommes rendus compte qu'on a dépensé beaucoup d'argent et comme l'alternance était l'objectif,
même avec nos amis de l'opposition, que j'appelle toujours radicales, ils ne veulent pas ça. Bon, comme eux, ils m'appellent modéré, je dois trouver un mot pour faire la différence. Et donc, moi, je les appelle des radicaux, eux, ils m'appellent des modérés ou des tièdes, enfin, tous les noms. Bon, mais bref, ce que je veux dire, c'est que même avec eux, ils ont participé, nous n'avons pas pu avoir la majorité. Nous avons dit que, et plusieurs ont soutenu qu'il y a eu des fraudes. Lorsque nous déterminons une faiblesse quelque part, quelque chose qui n'est pas dans notre intérêt, le problème n'est pas seulement de critiquer, c'est de se battre pour trouver les voies et moyens pour pouvoir combattre cette idée. À la date d'aujourd'hui, nous voulons qu'on nous dise ce qu'on peut faire pour que les élections soient le plus transparentes possible. Nous avons notre position là-dessus. Et nous le disons et nous le répétons, il faut absolument qu'on fasse tout, premièrement, pour être présent dès que l'on veut faire une révision de liste électorale. Il faut qu'on soit là, au moment où on délivre les cartes. Il ne faut même pas qu'on aille faire pipi. Il faut qu'on soit là. Au moment où on vote, il faut qu'on soit là. Et il faut s'il faut se cotiser pour faire quelque chose, pour que nous ayons des gens qui voient le fichier. Non, pas au final. Il faut voir le fichier. Et le jour des élections, il faut être là. Et au moment où on compte, il faut être là. Si nous laissons des places libres, nous ne nous en sortirons pas. Au final, quand je dis au final, c'est combien de candidats vous positionnez? Combien de candidats ou dans combien de circonscriptions est-ce que vous êtes présent? Nous sommes dans 9 circonscriptions présentes. Nous devrions être dans 10, mais il y a eu un petit problème avec des retards dans... Problème de ressources personnelles? 10 parce que c'est aussi des problèmes de ressources. Je vais parler de quelqu'un que vous connaissez aussi, c'est l'ancien Premier ministre Agbeome Kodjo, puisque son parti, le MPDD, est également en course pour les élections. Il est lui-même tête de liste dans le Yoto. Il a été fait hier docteur honoris causa à l'école de commerce de Lyon en compagnie d'autres personnalités comme l'ancien président du Ghana, John Mahama, ou l'ancien Premier ministre belge, Elio Di Rupo. Une réaction à cette distinction? Vous ne le savez pas sans Félicitations à ces messieurs. Une chose est d'être politiquement populaire et une autre chose est d'être dans la vie tout court un homme de ressources que l'on apprécie. Vous pensez qu'Agbeome Kodjo, c'est un homme de ressources qu'on doit apprécier? Je n'en sais rien, mais c'est ce que je pense, que quand un homme de ressources dans une université est apprécié, moi je dis félicitations. Même si dans son pays, il n'est pas très apprécié. Sur le plan politique, vous savez que avec Agbeome Kodjo, à des moments donnés, nous avons eu beaucoup de dissensions. Bon, mais si c'est un homme de valeur, si l'université de Lyon, où moi-même j'étais, estime que c'est quelqu'un de grande valeur et qu'on lui donne une distinction, je ne peux être que content pour le Togo et pour les Togolais. Je ne sais pas si c'est votre cousin ou pas, puisqu'il est de la préfecture de Yoto. Vous êtes vous-même aussi de la préfecture de Yoto. Et comme dirait quelqu'un, vous êtes des frères ethniques. Mais curieusement, toute cette présence, Agbeome Kodjo, Léopold Ninevi, Maître Yovi Agboibo, vous-même, il y a d'autres que je ne peux pas citer. Les populations de la préfecture estiment qu'ils ne profitent pas assez de vos carnets d'adresse, de vos talents, de votre connaissance, de votre engagement politique. Bon, ce qu'on peut individuellement faire, on l'a fait. Mais n'oubliez pas que tout ce que vous avez cité après Agbeome, à part Agbeome Kodjo, était un peu des ténors de l'opposition à un moment donné. Parce qu'à un moment donné, Maître Agboibo était à la tête un peu de l'opposition, Ninevi est à la tête du Code 2, et moi-même, j'étais le vice-président du Haut Conseil de la République, etc. Donc, le pouvoir n'a pas aimé ça. Le pouvoir en place n'a pas beaucoup aimé ça. Donc,
pour faire un certain nombre de choses chez nous, il y a une trentaine d'années, il y a 25 ans, c'était très, très difficile. Bon, mais ce que je voudrais vous dire, c'est que ce n'est pas ça qui est mon problème. Mon problème, c'est le Togo en général. Et quand on pose des actes en faveur de tous les Togolais, ça me fait plaisir. Maintenant, en faveur de Yoto, moi-même, tout ce que je peux faire personnellement, je le fais. Nous allons clôturer cette émission dans un instant, mais il y a cette journée du 3 décembre qui arrive demain. Peut-être que certains ne le savent pas. Le 3 décembre 1991, si c'est ça la date, la primature du Togo, la primature avec le Premier ministre de cette époque, Maître Joseph Kakou Kofigo, avait été attaqué par des militaires. Où étiez-vous ce jour-là? Vous voulez que je raconte encore de l'histoire? Non, juste quelques secondes. Où étiez-vous? Je suis revenu ce soir-là avec Kofigo. Nous étions dans une réunion à Paris, dans le cadre de la francophonie. L'avion a atterri à 17h. On nous a dit, vous n'aurez pas le temps de prendre vos bagages, il ne faut pas que la nuit tombe. Et nous sommes rentrés et la nuit là même, il y a eu l'attaque. Je n'ai jamais retrouvé mes bagages jusqu'à aujourd'hui. Nous prions qu'un jour, peut-être dans un musée, je ne sais pas, vous retrouviez vos affaires. Cette émission, elle s'achève ainsi. Je rappelle que notre invité du jour, c'est Francis Ekong. Il est le président de la CPP. La CPP, c'est la Convergence patriotique panafricaine. L'émission que vous venez de suivre va être rediffusée tout à l'heure à partir de 19h. Merci à Romaric Fritas d'être resté à la technique. Je suis Pierre Boatiou. Le prochain rendez-vous, c'est dimanche. Au revoir.